Sébastien Lecornu, bonjour. Merci d'être avec nous pour votre première intervention sur la Nouvelle-Calédonie d'abord, parce que c'est un enjeu brûlant. C'est la fin d'un long suspense. Le référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu le 12 décembre. C'est une consultation pour oui ou non à l'indépendance, si on peut dire, ou est-ce qu'on peut dire que c'est une étape de plus sur la décolonisation? La question est complexe. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Le principe du référendum, il a été posé en 1988 par les accords de Matignon-Dino, réitéré dans un accord qui est l'accord de Nouméa en 1998, avec un principe, 3 référendums successifs dans le temps à la fin de l'accord. En fait, nous y sommes dans cette fin d'accord de Nouméa, avec la capacité pour les indépendantistes de demander un 3e référendum. C'est ce qu'ils ont fait au mois d'avril dernier. C'est vrai que l'État, peu importe qui est président de la République, peu importe qui est ministre des Outre-mer, se doit d'organiser cette dernière consultation. Est-ce que c'est une étape vers la décolonisation? C'est un processus de décolonisation. Ça peut faire bizarre un dimanche matin dans l'Hexagone quand on nous écoute. Au sens des Nations Unies, la Nouvelle-Calédonie fait partie d'une liste des territoires qui sont encore à décoloniser. Donc on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. C'est une parole qui a été donnée à l'ensemble des partis, parole qui a été donnée par des présidents de la République successifs. Eh bien justement, depuis le temps que Paris en parle, il y a 4 présidents qui ont établi l'architecture de la Nouvelle-Calédonie. J'ai noté François Mitterrand avec Michel Rocard, Jacques Chirac avec Lionel Jospin, c'était la cohabitation, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Qu'est-ce que va faire le 5e président de la République Alors, il faut reconnaître que c'est sur le quinquennat d'Emmanuel Macron que les 3 référendums reposent, puisque le premier a lieu au début du quinquennat, le second a eu lieu il y a maintenant 1 an, et que le 3e va avoir lieu sur cette fin de quinquennat. Donc c'est vrai qu'il nous revient non seulement d'appliquer la fin de l'accord de Nouméa en tenant parole, mais il nous revient aussi le soin d'imaginer le jour d'après. Or, dans cet accord de Nouméa, il y a une formule un peu énigmatique qui dit qu'en cas de non, en cas de oui, c'est l'accession à la pleine souveraineté, encore qu'il n'est pas écrit comment celle-ci, au fond, se procède, mais en cas de non, les partis se réunissent pour examiner les effets ainsi créés. Donc avec ça, ça donne le flou de l'après-accord de Nouméa. Ce que j'ai cherché à faire, moi, depuis 1 an, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, c'est de définir ce jour d'après avec une méthodologie dite de transition, en cas de oui comme en cas de non. Avant d'arriver au jour d'après, il faut le jour lui-même. Exactement. Le 12 décembre, les dirigeants de Canac refusent cette consultation. Ils ont décidé de boycotter, mais en même temps, ils ne veulent pas empêcher que le vote ait lieu. C'est la complexité de ce dossier. Il a été demandé par les indépendantistes, ce référendum. Et donc, on doit l'organiser. Mais maintenant, ils le boycottent. Les dates ont rarement été consensuelles. La date du 2e référendum, telle qu'elle avait été arrêtée par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, ne faisait déjà pas consensus. Cette date, elle a néanmoins été acceptée parce que c'est la compétence de l'État. Et d'ailleurs, la campagne électorale avait démarré en juin, en juillet, en août. Puis retardé par le Covid. Et rentré sur le territoire. Il faut que les téléspectateurs et les auditeurs sachent que pendant 1 an et demi, en mauvais français, la Nouvelle-Calédonie a été Covid-free, c'est-à-dire exemptée de tout cas de Covid, et que le Covid est rentré il y a maintenant quelques mois. Et donc moi j'ai indiqué, dans une démocratie, dans un état de droit, que seules des circonstances sanitaires pouvaient conduire à un report. Donc ça va mieux. Avançons, ça va mieux. Taux d'incidence à moins de 100, ça va mieux. La non-participation, parce que les mots ont du sens. Le boycott renvoie à une terminologie des années 80. La non-participation, c'est un droit en démocratie. Ça peut paraître curieux, mais on a le droit de ne pas participer à une consultation électorale. Est-ce que je me réjouis de cette situation? La réponse est non. Est-ce qu'il y aura un impact juridique à cela? La réponse est non. Pour le coup, dans notre droit, dans une démocratie, il n'y a pas de vote obligatoire. Donc le fait de ne pas participer n'emportera pas de doute sur la sincérité juridique du vote. Que le vote ait lieu. Ça n'empêche pas que le vote ait lieu et ça ne l'empêche pas qu'il soit légitime au sens juridique du terme. Est-ce qu'il faudra regarder l'implication politique de cette non-participation? Mais la réponse est oui. Pour quelle raison? Parce qu'il y a déjà eu 2 référendums récemment et que ces 2 référendums ont montré des résultats particulièrement serré sur un corps électoral. Est-ce que ça veut dire que les Kanaks ont peur de perdre? Mais ce n'est pas au ministre qui incarne l'État ou représente l'État de le dire. Mais en tout cas, je vais vous le dire autrement. Ce n'est pas parce qu'une des 2 parties demande un report dans une grande démocratie d'une date qui a été fixée que l'on peut le faire. Mais j'insiste, ce n'est pas le choix d'un camp contre un autre. Si les loyalistes, ceux qui sont pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, avait également demandé le report, parce que, sait-on jamais, ça aurait pu être... Il y aurait eu vote. Mais il y aurait eu vote quand même.